Janvier 2022, il serait peut-être temps de faire un petit bilan de mon année 2021. Qu'est-ce que vous en pensez ? En 2021, côté YouTube, tout d'abord, j'ai démarré les vlogs. Partagé de super moments avec mes amis. Smiling faces, warm embraces, possibilities all ignite. Then the next morning, I drive to work. People annoy me, and I'm spilling coffee all over my favorite shirt. Why do my New Year's resolutions never reach their full evolutions? Faced with the day, it all fades. Je vous ai amené en balade. En rando de l'extrême. This year I'll be patient, I'll see beauty in all the little things. Promises fill the room, I still fear it all melts way before spring. 'Cause the next morning we're late for school, people annoy. Ou même en vacances. Why do our New Year's resolutions never reach their full evolutions? Faced with the day, it all fades away in January. J'ai partagé avec vous mes lectures, mes visionnages. J'ai flâné dans plusieurs librairies. Sunshine or gray, I wake up and say that I'll let this day take me. Et on a même cuisiné ensemble. Je vous ai tourné des tags, des book hauls, des updates, des piles à lire et vos vidéos préférées, je crois, les sorties livresques. On a fêté ensemble le premier anniversaire de ma chaîne avec l'organisation de concours en partenariat avec des maisons d'édition que j'ai adoré découvrir telles que Girlstream ou encore des créateurs aussi talentueux qu'une si jolie bougie. Et bien sûr sa merveilleuse collection autour d'Agatha Christie. J'ai participé et organisé mes premiers lives avec des gens tellement cool. J'ai participé à mes premiers salons littéraires et pu à cette occasion vous rencontrer en chair et en os. Il y a eu aussi la mise en place des lectures communes avec le challenge à la rencontre de Jane Austen et le swap livresque de rentrée 2021, puis le swap enchanté 2021
qui m'ont permis d'échanger toujours plus avec vous. Parce que oui, c'est vous, vous qui me suivez dans chacune de mes aventures, qui partagez toutes mes lectures, qui êtes toujours si bienveillants. Alors à vous aujourd'hui, j'aimerais dire un vrai merci, parce que c'est vous qui avez fait de mon désir de partager avec d'autres mon amour démesuré pour la lecture une réalité. Une vraie bulle de bonheur où je me sens libre et en confiance. Alors pour 2022, c'est ce que je souhaite. Que cet espace devienne, ou continue d'être, un endroit douillet, chaleureux et bienveillant, dans lequel on sera tous contents de se retrouver pour partager notre passion des mots. Parce que finalement, même si certains jours sont plus compliqués que d'autres, quand je jette un coup d'œil en arrière, il y a eu beaucoup de positifs en 2021. Beaucoup de bons moments, de joie, de rire et de défis que j'ai relevés et dont je suis fière, dont je ne peux qu'être reconnaissante pour tout cela. Sur ce, avant de passer définitivement à 2022, je vous propose de repasser en face cam pour vous présenter mes 10 lectures les plus marquantes de 2021. Parce que oui, 2021, ça n'a pas été tant de coups de cœur que ça, donc voilà, je ne voulais pas vous présenter que mes meilleures lectures ou tout, mais du coup mes lectures les plus marquantes, pour une raison ou pour une autre, pour le livre ou pour le contexte aussi tout simplement, qui joue, et on va pas se le cacher, souvent beaucoup. Et je voulais vous parler aujourd'hui, bien sûr, d'une confirmation de coup de cœur pour le deuxième tome d'une saga. Il s'agit d'Aurora Squad, le tome 2, d'Amy Kaufman et Jay Kristoff aux éditions Casterman. Que dire, c'est le tome 2, donc je vais pas vous parler de cette saga parce que vous en avez sûrement entendu. Mais en gros, c'est une saga space opéra, un space opéra young adulte. On va suivre une équipe du coup de bras cassés et franchement c'est génial. Enfin vraiment je sais pas ce que m'a fait ce premier tome déjà l'année dernière, enfin l'année d'avant du coup, en 2020. Mais vraiment j'avais eu un gros coup de cœur pour la dynamique, pour la dynamique de groupe en fait de ces jeunes, ouais c'est plus que des ados, enfin des jeunes adultes du coup, qui ont des personnalités très différentes, hein, ils sont tous très caractéristiques, il n'y a pas que des humains, il y a aussi des extraterrestres, enfin vraiment je sais pas, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome et j'étais tellement contente de retrouver cet univers, ce groupe dans le tome 2, même si on se prend encore des claquasses de tous les côtés. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3, j'espère, en 2022. Voilà, vraiment un gros coup de cœur, parfois c'est inexplicable et en l'occurrence c'est un peu compliqué de parler de ce livre tellement je l'aime. Du coup, autant que ce soit les personnages comme je vous dis, ou le rythme effréné aussi de l'intrigue parce que il s'en passe des choses, ou tout simplement aussi le livre parce que l'objet livre est incroyable. Vous avez des pages comme ça, je vais pas vous dire pourquoi, mais il y a bien une raison et c'est hyper agréable de le découvrir. Donc vraiment un univers young adulte, space opéra, donc qui se passe dans l'espace. Et c'est génialissime, donc ça je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Ça a été mon coup de cœur du début d'année et c'était vraiment chouette. Ensuite évidemment ce titre-là il est un peu particulier parce que je n'avais pas lu ce genre littéraire depuis un certain temps. et en fait ce livre il m'a vraiment rappelé pourquoi étant plus jeune, enfin il y a quelques années quand j'étais ado, j'adorais tellement ce genre, vraiment, du coup parce que ça mêle aussi bien de la fantaisie qu'un peu d'enquête, que beaucoup d'humour et j'aime ce mélange là, vraiment je l'adore, je l'adorais et finalement je me suis rendu compte que je l'adorais toujours autant et ce titre me l'a rappelé et en plus il a un contexte un petit peu aussi particulier puisque c'était une lecture commune que j'ai faite avec ma copine Laetitia du compte Le Coin Lecture du Galerie. Il s'agit du premier tome de Evie Wyld, donc qui s'intitule Quand fainéantise rime avec magie, ça donne un petit peu le ton, d'Hélène Harper aux éditions Bookmark dans la collection Infinity Urban Fantasy. Donc voilà, il est... vraiment j'ai un attachement particulier à ce premier tome parce que
voilà, ça a été vraiment un retour aux sources un petit peu. L'urban fantasy, il y avait tellement longtemps que j'en avais pas lu et j'en avais gardé des souvenirs, vous voyez, avec quelques a priori, on va pas se le cacher. Et du coup ce titre là vraiment il m'a fait un bien fou. On va suivre Evie Watt, je vous en ai parlé hein, bien sûr, qui est une sorcière un petit peu au chômage puisqu'elle a été exclue de l'ordre des sorciers. Bref, donc elle conduit un taxi, sa vie c'est de rien faire, de rester sur son canapé à manger des chips et à regarder ses émissions de télé-réalité préférées. Bref, elle a un sacré caractère, je peux vous le dire. Et voilà, et elle gagne sa vie juste histoire de manger, de payer ses factures, mais c'est tout quoi. Et du coup, le jour où il y a un sorcier qui va frapper à sa porte suite à une erreur d'identité et qu'elle va se retrouver liée magiquement à ce sorcier, elle va pas avoir d'autre choix que de bouger un peu ses fesses et de résoudre une enquête avec lui, avec Raphael Winter. Parce que voilà, on peut pas rester insensible à Raphael Winter. Montrez-moi quelqu'un, désignez-vous, je ne sais pas qui. Bref, voilà, et voilà, et ça va être une enquête, et ça va être de la magie, et c'est drôle, et du coup, voilà, c'est un petit enemies to lovers, et on adore. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé partager évidemment cette lecture avec Laetitia, et de redécouvrir cet univers, et en plus qui est drôle, qui est léger. Ça fait tellement de bien, du coup, que j'ai adoré. Cette fois on part dans l'univers steampunk et ce livre il est un peu particulier parce que déjà il sort d'une maison d'édition que j'aime particulièrement, avec laquelle je travaille depuis un petit moment. Alors quand je dis je travaille, je m'explique, avec laquelle j'ai des partenariats ponctuels assez régulièrement. Donc c'est vraiment vraiment chouette, j'adore leur travail et vraiment ce titre je l'avais dans ma palle depuis un sacré moment parce que c'est pas un titre que j'avais reçu de leur part, c'est vraiment un titre que je m'étais procuré moi-même, hein, je l'ai acheté et je l'avais laissé, je sais pas pourquoi, traîner dans ma pile à lire pendant un petit moment. C'est un roman de steampunk et autant je savais que j'allais apprécier, il y avait de grandes chances que j'apprécie l'univers et le style tout simplement, enfin le genre littéraire, autant je m'étais pas attendue à à avoir un attachement si fort à l'histoire et aux personnages parce que ils ont pareil une dynamique de groupe très particulière. Il s'agit évidemment du premier tome de la saga Steam Sailors, donc l'héliotrope d'Elias Green aux éditions Gulfstream. Dans cette histoire, on est 4 siècles après la grande fracture qui a divisé un petit peu la Terre en plusieurs parties. Il y a le bas monde, donc voilà, dans lequel vit notre héroïne Prudence, qui est un petit peu, qui traverse une ère un peu compliquée, un peu obscure, un peu rétrograde. Et il y a bien sûr le haut monde qui lui est inaccessible, hein, en tout cas aux gens du bas monde, qui sont des arches en fait un petit peu comme ça dans le ciel, donc personne ne sait véritablement ce qui s'y passe depuis la grande fracture. Et du coup ce monde en fait il était plus ou moins régi par les alchimistes qui procuraient toutes leurs inventions, qui permettaient à la Terre de se développer évidemment. Donc il y a un petit peu de steampunk, un petit peu de magie, hein, on est bien d'accord. Et du coup lors de cette grande fracture, les alchimistes ont disparu. Et Prudence en fait un jour son village va être attaqué. Et Prudence, elle est un petit peu particulière comme jeune femme, comme jeune fille. Elle a des dons un petit peu étranges et elle va être enlevée par l'équipage de l'héliotrope. Donc l'équipage qui sont en fait des pirates de l'air. Et ils vont la capturer et du coup elle va devoir faire connaissance avec cet équipage et partir à l'aventure avec eux puisqu'ils sont à la recherche de la cité perdue des alchimistes. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pardon pour ce résumé qui est un petit peu compliqué, mais franchement ça a été une rencontre, ce titre, vraiment je m'y attendais pas. Autant je trouvais que la couverture en plus est magnifique, donc elle donne très envie. Le résumé était très prometteur, mais je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à y aller. Et quand j'y suis allée, vraiment ça a été la surprise. Ces personnages, cet équipage, j'adore la piraterie, je le savais déjà, mais là j'ai vraiment tout adoré. Il y a ce mélange entre
entre des choses assez dures, hein, parce qu'on est sur des pirates et des vrais, donc il y a de la violence évidemment un petit peu, hein, il y a des choses, voilà, des comportements un peu délicats, bref, et puis d'un autre côté, on retrouve ces personnages un petit peu dans leur intimité, et là on voit des personnalités qui ressortent, et finalement un esprit communautaire, un esprit de famille, et c'est... Enfin voilà, c'est finalement très attachant, il se passe plein de choses, l'univers est riche et bien construit et bien mené. Et en plus ce livre il a une histoire particulière aussi parce que cette année en 2021 j'ai aussi pu rencontrer l'autrice, notamment d'abord sur Instagram évidemment, et puis ensuite par l'intermédiaire du coup des Imaginales. Donc ça c'était vraiment 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 chouette. C'est vrai que du coup quand vous rencontrez, quand vous pouvez échanger un petit peu avec les auteurs, le livre prend aussi une autre dimension parce que l'autrice Ellie S. Green a en plus une personnalité absolument incroyable. Elle est ultra douce, ultra gentille, et elle partage énormément sur son expérience d'écriture. Donc elle a partagé qu'elle avait énormément fait de recherches, notamment sur la piraterie, sur le contexte potentiel historique, on va dire ça comme ça, même si on n'est pas sur un monde qui a existé évidemment. Mais il y a quand même de vraies recherches de fait, et c'est... voilà, on sent que c'est travaillé et que... Vraiment, j'ai adoré. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai vraiment adoré, et j'ai lu le tome 2 en lecture commune avec Aurélia du compte Amita Books, et c'était vraiment chouette aussi, donc j'ai hâte d'un côté de lire peut-être en 2022 le tome 3 et dernier tome surtout de cette saga, et d'un autre côté j'ai un peu les miquettes de le terminer parce que c'est épique quoi, et qu'en même temps on est très attaché au personnage, donc à voir, mais vraiment c'est un livre voilà, qui a beaucoup marqué mon année. En parlant de livres qui ont particulièrement marqué mon année, et là c'est pour une raison aussi un petit peu unique, on reste dans la fantasy, et dans la fantasy young adulte évidemment. Il s'agit encore d'une lecture commune, tiens c'est vrai, j'avais pas fait attention, mais encore d'une lecture commune avec Laetitia du coin lecture de Galet. Il s'agit d'Alunia, le tome 1 de Tiffs aux éditions Plume Blanche. Et que dire sur ce livre, que c'est une claquasse. Alors, comment dire ? Je vous raconte ce que ça dit déjà. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Léa, je crois, Léa. Léa qui est passionnée par les orages, du coup elle est très intriguée, elle fait je crois de la photographie, hein, si mes souvenirs sont bons. Bref, elle court un peu après les orages, dès qu'il y en a un, il faut qu'elle s'approche un maximum d'eux, elle vit un peu dangereusement du coup. Et du coup voilà, sa vie c'est un peu ça, le reste c'est pas top, on le sent. Et un jour, un soir d'orage, alors qu'elle court du coup après l'épicentre du coup, enfin je sais pas si on dit épicentre pour un orage, mais en tout cas le point névralgique de l'orage, eh bien elle meurt foudroyée. Vous allez me dire ça commence bien. Oui, alors ça commence bien, et du coup le truc c'est qu'elle meurt mais ne meurt pas vraiment, elle se réveille en fait dans un autre monde, un monde qui est régi par le pouvoir des âmes, et voilà, et du coup on est dans un contexte politique extrêmement particulier. Elle va se retrouver enrôlée de force par des rebelles, et voilà, il y a toute une révolte, toute une révolution qui va se mettre en place, avec pareil cette dynamique de groupe encore que j'ai retrouvée ici et que j'ai adoré, et on va pas se le cacher, c'était mon premier, je crois que c'est mon premier Plume Blanche, et en tant que livre j'ai adoré leur travail éditorial. Il y a aussi le fait que Tiffs, l'autrice, est également illustratrice et a fait de ce livre un bijou, vraiment, un vrai bijou, avec des illustrations à chaque page, de vraies illustrations pour chaque en-tête de chapitre. C'est hallucinant le travail. Et voilà, et en fait ce livre, alors autant j'ai beaucoup aimé l'histoire, etc. J'ai adoré le lire en lecture commune évidemment, mais ce livre il est particulier parce que il m'a fait... Et je ne saurais pas l'expliquer du tout parce que il n'est pas sans défaut, hein, je le redis, il n'est pas sans défaut, il n'est pas parfait du tout. Mais moi j'ai adoré du début à la fin,
et il m'a fait retomber, mais genre à 15 ans quoi. Genre une fangirl de 15 ans, de 15 piges, je n'en pouvais plus et ça nous a beaucoup fait rire d'ailleurs avec Laetitia. Mais ce livre, je pourrais pas l'expliquer, mais vraiment, il m'a fait caner quoi. Du coup, je ne saurais pas. Je n'attends qu'une chose, c'est la suite, parce que comment vous dire que la fin est un petit peu difficile difficile à lire, enfin à lire sans la suite, hein, j'entends. Donc voilà, ce livre, il m'a fait, enfin voilà, il m'a transformée en fangirl et je ne saurais même pas expliquer exactement pourquoi. Juste lisez-le et vous me direz. On enchaîne avec deux autres livres, un petit peu des classiques dans leur genre en tout cas. En début d'année, j'ai pu découvrir enfin le premier tome du Seigneur des Anneaux, donc La Fraternité de l'Anneau de Tolkien aux éditions Folio Junior et j'ai beaucoup aimé. Vraiment que dire, à part le fait que j'ai beaucoup aimé, je m'étais dit que ça allait être un peu long, un peu laborieux, etc. Et pas du tout. Je vais pas du tout me lancer dans un résumé du Seigneur des Anneaux. Pas du tout. Je ne suis pas folle. Mais voilà, c'est un classique que je voulais lire vraiment depuis longtemps. Un classique de l'imaginaire, j'entends. Mais un classique que je voulais lire depuis vraiment très très longtemps. Et j'avais jamais osé me lancer. Et là, vraiment, ça a été un pur bonheur. Je vous raconte pas, les gars. Le matin, me lever hyper tôt, genre 5h30, me faire un thé, me poser alors que la maison était encore endormie, encore silencieuse, au coin du feu avec la petite lampe et tout, mon thé bien chaud, et me plonger dans la terre du milieu. Non mais non mais que de souvenirs quoi, vraiment c'était génialissime. Donc voilà, c'est plus dense que certains titres que j'ai lus par la suite, même si ça reste quand même très accessible, hein. Je m'attendais vraiment à pire. Donc voilà, mais je suis très très contente d'avoir lu ce premier tome et je pense que voilà, je me ferai le second en 2022, je sais pas encore, peut-être pas en janvier, mais peut-être en février, mars, je sais pas. Mais voilà, je suis très très contente de m'être attelée à ce beau bébé. En tout cas, voilà. Et dans un autre genre, c'est aussi un classique, cette fois que j'ai relu. Il s'agit d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen aux éditions 10-18. Alors bien sûr, vous savez, je vais pas vous en parler beaucoup parce que je vais faire une vidéo dédiée à Jane Austen et ses œuvres. Et voilà, c'est dans le cadre de mon challenge à la rencontre de Jane Austen. Donc 8 titres sur 8 mois à peu près. Et voilà, mais je vais pas non plus vous raconter l'histoire d'Orgueil et Préjugés, hein. Je pense pas que ce soit nécessaire, mais pour moi c'était une relecture et je l'ai terminée d'ailleurs il y a pas longtemps. Là c'était vraiment une de mes... c'était ma dernière lecture de 2021 et je suis tellement contente, vraiment tellement contente d'avoir redécouvert encore une fois ce titre parce que c'est vraiment un de mes classiques, vraiment je le relis régulièrement et tout parce que je l'adore et qu'à chaque lecture j'ai l'impression de redécouvrir encore des choses d'un autre point de vue ou des choses que j'avais laissées de côté, voilà, la dernière lecture, ou enfin... Bref, vraiment à chaque fois c'est différent et j'adore cette histoire, vraiment à chaque fois je ne m'en lasse pas, cette histoire d'amour je la trouve magnifique et le travail de Jane Austen, en tout cas des titres qu'on a pu lire jusque là, je spoil dès maintenant, c'est en tout cas pour le moment le titre de Jane Austen que j'ai trouvé le plus beau, le plus abouti. Que ce soit au niveau de l'écriture, même de l'histoire. J'ai un attachement pour ces titres bien particulier. Et voilà, ça m'a juste confortée en fait dans mon amour de Jane Austen et je suis très très contente pour ça. Je voulais également vous parler de graphique parce que oui, cette année j'ai beaucoup lu de mangas, beaucoup lu de BD, pas que des romans et du coup il n'y a pas de raison que je vous en parle pas parce que cette année mes lectures ont été rythmées aussi par ce genre de titres et en l'occurrence il y a un manga dont je ne pouvais pas ne pas vous parler, c'est impossible. Il s'agit de la série Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita aux éditions Pika. Donc là vous avez le premier tome bien sûr avec la ring light du coup qui se reflète dedans, mais c'est pas grave. Et du coup bon cette histoire je vous en ai beaucoup parlé aussi, hein, j'en suis navrée, mais du coup c'est les titres qui m'ont le plus marqué en 2021, que voulez-vous. J'en suis à la lecture j'ai lu le 10e.
de la série. Le 11e normalement devrait sortir en février et je vous raconte pas. J'ai eu un coup de cœur aussi, un vrai crush pour cette série manga qui est pourtant pas révolutionnaire dans son genre, mais je ne sais pas. On va suivre donc Miko, qui est une jeune fille de 17 ans qui emménage en fait dans une coloc de jeunes adultes parce que pour terminer ses études en fait elle n'a pas le choix. Donc le propriétaire étant son oncle, voilà, il y a quand même une vue sur ça. Et elle va être accueillie par un groupe de jeunes adultes, hein, dont Matsunaga qui est le coloc le plus âgé entre guillemets, qui est graphiste, enfin bref, et qui a une sacrée personnalité d'ours mal léché. Bref, il est un peu brut de décoffrage et tout, mais il est très attentionné. Et ça va être voilà, cette découverte entre les personnages, enfin les différents membres de la colocation, hein, hommes et femmes, et Miko aussi. Et il y a aussi une romance slow burn entre, bien sûr vous en doutez, hein, ces deux personnages. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, vraiment je me suis intéressée à ce manga dans un premier temps parce que je trouvais le plot hyper intriguant, parce que pour une fois était mis en avant que la jeune fille ayant 17 ans, elle est mineure, et que voilà, une romance avec un homme beau, enfin plus âgé, c'était pas si évident que ça quoi, enfin voilà. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était bien mis en avant, pas mis sous silence en fait quoi. Donc voilà, mais c'est tellement mignon. Et puis toutes ces personnalités qui forment cette coloc, on est un peu dans un Friends, bref, voilà. Même si la comparaison s'arrête là, hein, mais je me suis attachée et je les ai enchaînés comme jamais. Voilà, j'ai adoré ce manga, c'est vraiment un doudou que je me referai sans problème régulièrement. En 2020, il me semble, j'avais découvert l'un de ces titres dont j'étais clairement tombée amoureuse, que ce soit pour l'histoire, le graphisme, l'ambiance générale ou le style. Vraiment, j'avais adoré, j'en avais beaucoup parlé. J'avais d'ailleurs fait des collabs avec certains pour le mettre en avant, enfin bref. Et du coup cette année j'ai eu la chance, enfin l'occasion de découvrir un autre de ces titres qui était sorti en intégrale. Il s'agit donc de Clues, l'intégrale donc de Mara, proposée aux éditions Akileos. Donc Mara c'est, c'est la maman du titre aussi Spirit, que moi j'ai adoré en BD. Et ici, Clues, on va suivre donc cette jeune femme dont je me souviens plus. On est dans le Londres de la fin du 19e siècle, ça c'est évident. Donc on va suivre Emily, qui est une jeune fille qui débarque en ville et qui se rapproche, l'air de rien, de l'inspecteur Hawkins. Et on va voir que voilà, en fait elle est à la recherche du coup un petit peu des mystères autour de réponses, ouais, concernant le mystère un peu de son enfance, etc. Et que l'inspecteur serait peut-être lié à tout ça. Et on va avoir des enquêtes, on va avoir voilà, vraiment un Londres de la fin du 19e siècle, mais comme je les adore. Et y a plein d'éléments qui ne sont pas sans rappeler Sherlock Holmes. Déjà, l'autre personnage principal, donc l'inspecteur Hawkins, il y a vraiment de fortes similitudes, mais avec des choses que moi j'aime chez Sherlock Holmes, hein, on s'entend. Je dis pas que c'est évident et tout, mais moi je retrouve des choses que j'aime chez Sherlock Holmes, chez l'inspecteur Hawkins. Et voilà, et j'ai adoré le travail aussi, bien sûr, visuel, donc le graphisme, comme dans Spirit, donc par Mara. Dans Clues, vraiment j'ai adoré retrouver cette patte, ce trait, ces couleurs. Vraiment c'est tout ce que j'aime, j'ai adoré. Donc une superbe BD, puis là en plus en intégrale, franchement un bijou. Donc voilà, c'est vraiment un titre qui a confirmé mon amour du travail de cette autrice illustratrice. Donc très contente. Et le 10e et dernier livre dont je voudrais vous parler, qui a marqué mon année 2021, je suis sûre que ça va pas vous surprendre, c'est encore un graphique. Il s'agit de la première partie de 47 cordes de Timothée Le Boucher, sorti chez Glénat. Alors ce titre, je vous en ai parlé aussi il y a pas très longtemps, donc j'en ferai pas un gros résumé. On va suivre donc ce jeune homme Ambroise.
Ambroise qui est harpiste, donc voilà, qui vient de rentrer dans un nouvel orchestre et qui cherche encore à y faire sa place. Et Ambroise, en fait, sans le savoir, il est l'objet d'une obsession. L'obsession, en fait, de cette créature qui est une métamorphe. Donc un personnage qui peut se changer vraiment en n'importe qui, en n'importe quoi. Et cette créature, elle est clairement tombée amoureuse d'Ambroise et elle voudrait qu'il tombe amoureux à son tour, sauf qu'elle ne sait pas trop quelle apparence prendre pour faire en sorte que ça arrive. Bref, il y a toute une ambiance encore que crée Timothée le Boucher qui est incroyable, vraiment incroyable. Et donc elle va prendre différentes apparences, essayer de se rapprocher de lui. Et en l'occurrence, elle va prendre l'apparence d'une cantatrice très célèbre. Elle va proposer une sorte de marché à Ambroise. Elle va lui proposer tout simplement de relever 47 défis pour obtenir la harpe de ses rêves. Donc un défi pour chaque corde en fait. Et s'il loupe un défi, par contre, il perd sa chance d'obtenir la harpe évidemment promise. Et donc voilà, on va avoir tout un travail autour de, bien sûr, l'obsession, l'identité, les genres aussi. C'est merveilleux à quel point l'auteur et l'illustrateur est capable de fondre tout ça et de... En fait, on s'en fout, mais clairement, on s'en fout. Et c'est un travail somptueux. Déjà, c'est immense, hein, parce que cette première partie fait quand même un petit 400 pages. Et du coup, il y a une ambiance un petit peu étrange, un petit peu noire parfois, un peu, malaisante aussi de temps en temps. Et il y a quand même tout ce côté très sensuel, très... Voilà, dérangeant aussi parfois, mais c'est tellement beau, tellement puissant et moi je sais que j'ai adoré, je peux vous le dire, j'ai beaucoup aimé ce titre. J'avais découvert Ces jours qui disparaissent de Timothée le Boucher l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui m'avait retourné le cerveau comme jamais. J'avais un peu peur d'où on allait dans ce titre, alors c'est encore comment dire, une direction totalement différente, mais vraiment ça promet. Cette première partie, ça promet. La deuxième ne devrait pas trop tarder. En tout cas, l'auteur-illustrateur avait déjà annoncé qu'il avait commencé à travailler sur la deuxième partie afin qu'elle ne sorte pas trop tardivement par la suite. Donc voilà, mais ce titre, il est incroyable parce que d'un côté... Au niveau du trait graphique, vraiment, quand j'avais découvert Ces jours qui disparaissent, j'étais pas sûre que ce soit ce que j'apprécie, pas sûre vraiment d'aimer. Et puis je m'étais laissée embarquer complètement par l'histoire et je trouvais finalement à la fin que le graphisme et le discours, enfin du coup le récit, étaient tellement liés et étaient tellement, d'un côté extrêmement poétique, enfin il y avait une poésie qui se dégageait des deux et vraiment on n'aurait pas pu rêver mieux finalement pour porter cette histoire. Vraiment il est très très loin, désolée. Et du coup je retrouve ça totalement, même si je trouve que le dessin c'est encore alors je dirais pas amélioré, mais c'est encore affiné, c'est encore... je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'aime beaucoup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait passer un moment totalement fou. On est sur une BD, je tiens à le repréciser, adulte. Hein. Pour moi, en tout cas, je la conseillerais qu'à des adultes. On est sur un thriller un peu étrange, un peu psychologique, à la bien sûr fantastique évidemment. Mais très très impressionnée par le travail de Timothée le Boucher, donc pour conclure 2021 c'était quand même bien cool. Et voilà pour mes 10 lectures marquantes de 2021, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois un grand merci pour cette année passée ensemble et je nous souhaite à tous que le meilleur et de passer encore de chouettes moments en 2022. Je vous remercie de votre visionnage, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude et je vous fais plein de gros bisous. Et lors de cette grande fracture, c'est pour ça qu'il est assez lourd, je vais le mettre sur mon épaule, ce sera un peu moins difficile. Bref, je raconte vraiment de la mais c'est pas grave.
En tout cas, l'auteur avait déjà commencé à y travailler très très sérieusement sur cette deuxième partie pour justement, en tout cas, espérer qu'elle puisse ne pas trop sortir loin, enfin longtemps après. Oh là là, c'est compliqué. Aïe.